Chaque année, certains animés sortent du lot par leur originalité et en posant un cadre plus sérieux, qui nous pousse davantage à réfléchir tout en prenant du recul sur les notions profondes qu'ils véhiculent. On a récemment eu Frieren et la saison 2 de Vinland Saga qui mettaient l'action au second plan. Mais un autre animé a ébloui tout le monde en 2024 et 2025, multipliant les éloges sur son écriture, ses plans, ses personnages et tout ce qu'il provoque chez le spectateur par des propos puissants. ORB ou plutôt Orbe du mouvement de la Terre a retourné nos cerveaux. Un animé qui nous fait comprendre énormément de mécanismes dans l'évolution des cultures, des mentalités et des valeurs humaines. Bien que l'astronomie semble être la notion centrale de l'œuvre via l'étude de l'héliocentrisme, si vous pensez que c'est la chose la plus importante et principale de l'œuvre, vous vous êtes trompé. Ce n'est que le point de départ initial de plusieurs grandes notions qu'on va aborder et analyser ensemble dans cette vidéo. L'astronomie et ses thématiques ne sont en réalité qu'un prétexte pour une vision et surtout une critique culturelle et sociétale de notre histoire, bien plus grande encore et exprimée par la plus belle quête que l'on pouvait offrir à l'homme, celle de la vérité. Si vous ne connaissez pas du mouvement de la Terre, pas de panique, après l'intro je fais un petit synopsis rapide sans vous spoiler pour vous donner envie d'aller regarder. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on va revoir ensemble l'histoire et ses points clés pour comprendre en tout cas ce que vous n'avez pas compris. Notamment la fin qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations et d'incompréhensions sur les réseaux de la part du public, auxquelles je vais apporter des réponses et bien plus encore tout au long de la vidéo. En tout cas c'est le genre d'animé qui apporte énormément de valeur, qui mérite plus de reconnaissance et votre attention, tout comme le manga que je vous recommande aussi. Et si tu veux que j'analyse ton manga animé préféré, dis-le moi en commentaire, laisse un petit pouce bleu, abonne-toi évidemment car on vise les 200 000 abonnés, et merci en tout cas à ceux qui regardent cette vidéo pour embarquer avec moi dans l'analyse incroyable du mouvement de la Terre. L'histoire de l'animé prend place dans le royaume de Paix, à l'époque du Moyen-Âge où la religion et les églises occupent toutes les deux une place centrale au pouvoir de la société. Une époque où la religion et Dieu étaient presque au-dessus des lois et où aucune remise en question n'était tolérée, sous peine d'être exécuté tout en ayant l'étiquette d'un hérétique. On y suit l'histoire de Rafale, un jeune élève surdoué qui ne souhaite pas du tout étudier la théologie, qui vise de base à étudier la divinité suprême et les religions pour poursuivre sa propre passion pour les étoiles avec l'astronomie. C'est en rencontrant Hubert, un vieil hérétique repenti qui a échappé au bûcher, qu'il va découvrir la théorie de l'héliocentrisme. Cette théorie s'oppose à celle du géocentrisme et où Dieu plaçait la Terre au centre de l'univers et de toute chose, alors que l'héliocentrisme insinue que la Terre bouge et que c'est le Soleil qui est au centre de tout. Une nouvelle idée jugée à l'époque totalement absurde et contre nature, car elle va à l'encontre de Dieu et des Saintes Écritures. Cela titille tout de même l'esprit critique et scientifique de Rafale qui va lutter au péril de sa vie pour faire exister et prouver cette théorie. On suivra bien sûr d'autres personnages dans l'animé autour de cette cause et bien plus encore avec chacun ses propres ambitions et ses nuances, mais je ne vous spoil pas ici pour ceux qui n'ont bien sûr pas encore vu la série. Un animé qui va permettre de remettre en cause les pouvoirs en place de l'époque, les mentalités, jusqu'à développer en chacun de nous un esprit critique. Tout ceci visant à balayer les croyances établies pour se forger son propre avis, son propre opinion dans chaque domaine du quotidien, peu importe notre éducation et peu importe nos croyances. Dans cette histoire, les enjeux entre études, sciences, religion et loi sont absolument immenses dans un monde où les hérétiques sont juste des gens passionnés qui vivent de leurs propres convictions, et non pour celles qu'on leur impose. Ce qui donne lieu dans notre propre histoire, et celle-ci, à de grands changements, qu'ils soient bons ou mauvais, pour la société. Maintenant, pour ceux qui ont déjà vu l'animé, il est temps de passer au concret avec l'analyse. L'un des premiers points à aborder dans cette vidéo est bien sûr la quête de la vérité. Peu importe les époques, peu importe notre âge, notre éducation et notre origine, l'être humain est toujours touché par le savoir mais surtout par le désir brûlant d'en savoir toujours plus. Une quête de vérité et de découverte qui paradoxalement est souvent camouflée ou ralentie par le mensonge des hommes, tout comme par leur accès parfois restreint à l'éducation et à la culture. On dit souvent que le savoir c'est le pouvoir, qu'il représente une arme redoutable. Un accès à la connaissance stimule les hommes et notre esprit critique en prenant du recul sur toutes les informations que l'on découvre au quotidien. Quelqu'un d'instruit sera forcément moins influençable que quelqu'un qui ne sait rien, à qui on peut raconter n'importe quoi, sans qu'il ne puisse comparer à autre chose qu'il connaît ou vérifier nos propos par manque d'intérêt, de réflexion et de méthode. Freiner la culture et les études de certains domaines comme l'astronomie, qu'elles soient considérées comme hérétiques ou pas par les institutions religieuses et étatiques, c'est en réalité bloquer l'accès au pouvoir pour le peuple. Un peuple ignorant, c'est avant tout un peuple contrôlable, et seules les élites pouvaient lire et écrire à certaines époques, inventant au passage des lois et des restrictions pour laisser le bas peuple en proie à la noblesse et le clergé et leurs privilèges. Tout ça pour collecter un maximum d'impôts et garder son cul bien au chaud mon gars, bien évidemment. Si je te raconte tout ça, c'est parce que Rafale est avant tout une victime de sa propre ambition, celle de la vérité, et que tout comme Hubert, le mensonge était pour lui impossible, quitte à mourir avec ses propres idéaux. À la base, Rafale est quelqu'un de rationnel, faisant les bons choix pour survivre et avancer dans la vie. Il finit par commettre l'irrationnel et tomber dans les griffes d'une société qui rejette sa conviction. Être rationnel et faire les choix que la société t'impose te fait paraître meilleur.
Une vérité qu'il camoufle lui-même derrière un mensonge et le discours de façade qu'il tient en public, qui va bien sûr l'aider à se faire bien voir des autres afin de manipuler son entourage. Pourtant, comme il le dit lui-même, la plupart de la population est idiote et manipulable, et dès que tu t'instruis avec les bonnes informations dans les bons domaines, en devenant un peu plus malin que les autres et rationnel, c'est-à-dire en allant dans le sens de la société tout en agissant dans l'ombre contre elle, tu peux rapidement sortir du lot. Surtout lorsque tu fais preuve de réflexion profonde sans suivre aveuglément les mêmes règles que les autres. Et surtout sans te laisser dicter ta conduite par un dieu quelconque ou ce qui va contre tes convictions. Pourtant, avant de découvrir l'héliocentrisme, Rafale commençait à mentir en disant qu'il veut étudier la théologie pour faire plaisir à tout le monde et faire ce que la société dont son père adoptif attendait vraiment de lui. Il souhaitait continuer sa passion pour l'astronomie dans ses études, voire en annexe sans jamais l'abandonner comme les autres le souhaitaient. Il gagne le respect des autres par son génie et de par son jeune âge, où on va lui pardonner plus facilement ses erreurs et discours hérétiques que s'il s'agissait d'un adulte réfléchi et grandi. Depuis qu'il a entendu parler de l'héliocentrisme par Hubert, rien ne peut l'arrêter dans ses nouvelles observations, ses théories et ses réflexions. Il n'y a que les gens qui ont totalement abandonné leurs idéaux comme son père adoptif pour abandonner et aller jusqu'à dénoncer son propre enfant. Du côté de Rafale, plus il en découvre sous ce nouvel angle scientifique auquel il n'avait jamais pensé auparavant, plus la flamme de la connaissance brûle en lui. Il se laisse totalement emporter dans sa découverte comme vous quand vous dévorez un manga, un animé, un roman, un jeu vidéo, pourquoi pas cette vidéo ou simplement que vous exercez vos passions. Tout ça pour vivre à fond l'expérience que ça propose. Le problème dans tout ça, c'est que la passion, c'est le contraire de la raison. Ce qui est drôle, c'est que Rafale prenait la rationalité pour survivre. Sa passion lui fait perdre tout contrôle, que ce soit sur le temps, ses convictions, ses choix et sa raison. Lorsqu'il est pris sur le fait par les inquisiteurs et qu'il doit choisir au tribunal entre d'un côté avoir juste un blâme et étudier la théologie à l'université tout en abandonnant l'astronomie et l'héliocentrisme, ou choisir de l'autre côté de continuer et mourir, n'importe qui de normalement constitué aurait choisi de laisser tomber l'astronomie pour survivre, bordel. Et c'est normal. Et encore plus à seulement 12 ans quand tu as tout un avenir brillant devant toi. Surtout que la flamme de la connaissance ne va pas s'éteindre, tu peux très bien la laisser de côté ta passion pendant quelques années et espérer que la société change un jour pour retirer le statut d'hérétique aux curieux comme lui. Sauf que vous le verrez plus tard dans une autre partie de la vidéo que les changements sociétaux se font de manière brutale via des actions irrationnelles et que Rafale fait partie de ceux qui a allumé la braise du changement et de la destruction du système de l'intérieur depuis cette époque. Et puis comme on dit dans un autre manga, les passions et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera toujours ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner du sens au mot liberté. Rafale, tout comme Hubert, a choisi sa propre vérité, en ayant la liberté de choisir autant sa propre vie et ses convictions que sa propre mort. Hubert avait menti pour rester en vie jusqu'à transmettre son héritage à quelqu'un d'aussi passionné et curieux que lui, à quelqu'un capable d'aller au bout des choses sans peur ni contrainte. Rafale refuse le mensonge quitte à défier le monde et ne veut pas accepter la vie qu'on a tracée pour lui. Il fait ses propres choix par ses propres convictions. Même s'il s'est menti à lui-même par moments en osant penser à la base que tout ce qui est irrationnel n'est pas beau, faisant référence au mouvement indescriptible des étoiles et des théories, c'est finalement cette beauté contre nature qui l'a intrigué et passionné, jusqu'à provoquer finalement sa propre mort, tout en étant fidèle à lui-même. Lui qui se croyait plus malin que les autres a finalement fait le choix le plus idiot, enfin en ce qui concerne sa propre personne et son avenir. Le sacrifice de Hubert n'a pas été vain car il a allumé la flamme de Rafale qui lui-même va se sacrifier pour allumer la flamme de l'héritage, préférant transmettre quelque chose plutôt que voir ce mouvement mourir avec lui. Son impatience et ses découvertes ne pouvaient pas attendre un changement, il devait incarner ce changement en espérant transmettre la flamme de sa volonté, tout comme celle de Hubert à d'autres personnes. Et c'est là que vous commencez à comprendre toute la magie de l'écriture du mouvement de la Terre. C'est imprévisible avec des personnages qui évoluent en même temps que leurs recherches et finalement que leurs convictions. Le personnage de Rafale aurait pu nous accompagner du début jusqu'à la fin de l'œuvre, en étant présent, mais l'auteur en a décidé autrement pour le faire apparaître de manière implicite. Et c'est ce qui va nous intriguer tout au long de l'histoire avec de nouvelles idées et bien sûr de nouveaux personnages. Et d'ailleurs, je suis extrêmement certain que tu t'es déjà posé la question durant le visionnage, pourquoi on ne suit pas uniquement Rafale au lieu d'avoir plusieurs personnages dans la série. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand Rafale dans l'épisode 1 fait son petit monologue interne où il dit que les gens sont idiots, qu'il faut être plus intelligent qu'eux, plus malin qu'eux et que c'est pas bien compliqué, j'avais l'impression de revoir un pseudo Light Yagami, Eren Yeager ou Lelouch, et je me suis dit que celui-là il va nous faire des dingueries du début à la fin de l'animé. Mais en fait pas du tout, on s'est fait troller et l'auteur elle est totalement à contresens et qui a rendu encore plus intelligent le manga et l'animé. La force du manga et l'animé du mouvement de la Terre, c'est que le plus important n'est pas qui tu suis. Il n'y a pas qu'un seul personnage principal. Le plus important, c'est le pourquoi tu les suis.
La connaissance et la passion envers la quête du savoir et de la vérité a touché plusieurs personnages via l'héritage initial de Hubert et surtout celui de Rafale. Une lutte qui ne cessera jamais car rien ne peut empêcher l'homme de savoir. Peu importe les époques, les origines, les métiers ou l'âge, plusieurs personnages que l'on a suivis tout au long de l'œuvre ont su être marqués dans le bon comme dans le mauvais sens par l'héritage de Rafale. Un héritage qui a impacté des personnages comme Badeni, Oggi, Yolanta ou encore Novak après la mort de Rafale. La mort n'est pas une fin en soi mais parfois le début de quelque chose de nouveau et de destructeur autant que de constructif. Et justement, avoir plusieurs personnages qui gravitent autour d'un même sujet ou d'un point de départ, c'est en réalité la mise en abîme de l'héliocentrisme. Et d'ailleurs cela conditionne totalement l'écriture de l'œuvre qui est totalement tournée autour de ce sujet-là et globalement qui est ultra bien pensé et écrit avec cette idée en tête. Là où d'habitude c'est l'histoire qui gravite autour des personnages, là c'est l'inverse. Surtout que le sentiment d'accomplissement et de fierté que tu ressens quand tu vois les personnages évoluer, faire des découvertes et avancer en tout cas dans leurs recherches, t'as l'impression que c'est ton pote qui les a fait et t'es aussi content qu'eux pour leurs exploits. Et c'est ultra satisfaisant à suivre, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Surtout dans une œuvre qui ne laisse aucun mot ni moment au hasard, c'est juste parfait. Surtout que chaque personnage montre un côté humain avec leurs convictions, croyances, dilemmes et faisant face aux contradictions. Avec pour point commun et seule limite, le ciel. Badeni est d'ailleurs quelqu'un qui vient totalement rompre avec la société et l'image de Rafale. Bien qu'étant un moine et normalement soumis à la volonté divine et les saintes écritures, il a déjà été puni pour son hérétisme dans le passé, au point d'en perdre un œil. Il ne s'avoue pas vaincu pour autant et attend son heure de gloire. Lorsque Oggi lui apporte un motif d'espoir de faire avancer ses recherches, Badeni retrouve un intérêt profond pour enchaîner les découvertes. Bien qu'il soit instruit et arrogant, ça ne l'empêche pas d'écouter les points de vue différents de Oggi et Yolanta. On a une véritable synergie intéressante entre ce duo mais aussi ce trio très complémentaire qui apporte des nuances dans les propos via l'expérience de chacun. Entre par exemple un homme sans culture de base qui n'a pas les compétences de lire ou écrire, celle d'un moine mais aussi celle d'une femme cultivée. Chacun apporte sa pierre à l'édifice avec ses moyens et capacités, apportant des interrogations et des réponses et surtout des éléments pour avancer dans l'histoire. D'ailleurs, pour revenir sur Badeni, du moment qu'on lui apporte de la valeur, tout discours devient intéressant et celui-ci accepte de collaborer facilement. On a un petit peu l'image d'un adulte sérieux qui conserve finalement sa curiosité d'un enfant une fois qu'on sait trouver les bons mots. Il n'hésite pas comme Rafale à mettre son ego de côté pour apprendre et à remettre en question son propre jugement et ses réflexions. Ce qui compte, c'est d'aboutir à un résultat final qui prouve la théorie. Cependant, contrairement à Rafale, il ne souhaite pas transmettre ses idées et ses avancées. Il veut prouver à lui-même que les saintes écritures sont potentiellement fausses, ce qui conditionnerait un impact monumental dans la société. Prouver cette théorie, c'est ouvrir un petit peu la boîte de Pandore vers d'autres contradictions qui, une fois aux mains du peuple, pourraient provoquer le chaos. Le poids de l'héritage est ainsi dévoilé. Rafale avait continué ses recherches quitte à en mourir pour ne pas laisser vain le sacrifice de Hubert. Badeni, ne connaissant ni l'un ni l'autre, ne souhaitant pas marquer l'histoire non plus de son nom, fait ça pour lui-même uniquement dans une vie qu'il jugeait ennuyeuse, sans avancée, ou du moins sans véritable sens, avant de lui en redonner. Ne rien laisser derrière sa mort permet d'éviter égoïstement que quelqu'un ne s'approprie son travail ou finisse par arriver au résultat final avant lui grâce à ce qu'il avait déjà découvert. C'est aussi une manière égoïste d'éviter que quelqu'un d'autre lui prouve que tout ce qu'il a étudié toute sa vie était en réalité totalement faux. Comme c'est le cas du vieux chercheur qui a accepté après plusieurs épisodes de lui transmettre tous ses documents avant de mourir, et qui s'est rendu compte finalement qu'il a dédié sa vie entière à des mensonges, à une étude totalement fausse sur le géocentrisme et les saintes écritures. Car il n'y a rien de pire pour un chercheur finalement de remettre en question ses propres recherches et de se rendre compte que toute ta vie tu as bossé pour rien. Pour revenir sur le fait de rien transmettre, cela ne dérange pas Badeni, car peu lui importe de se tromper ou non, ou peu importe que quelqu'un s'intéresse à ses travaux. Ce qui compte c'est sa propre personne sur l'instant, et son ego de chercheur. Pourtant c'est paradoxalement au contact de Oggi qu'il va trouver lui-même l'intérêt de transmettre cette flamme de l'héritage et ses documents. Oggi qui avait perdu foi en l'avenir, qui cherchait une stimulation, l'a trouvé au contact de Badeni. La quête de la vérité et du savoir étant contagieuse au point qu'il apprenne à lire et écrire pour s'instruire. Tout comme l'a dit Yolanta, lire et écrire représentent des miracles à part entière. Il redécouvre la vie autrement, sous un nouvel aspect et toutes les possibilités que lui offrent ses compétences précieuses, jusqu'à même avoir envie d'aller à l'université et d'écrire son propre roman. Ils vont jusqu'à élaborer un plan de secours pour ne pas réduire leurs idéaux au néant. Marquer l'histoire importe peu. Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de semer les graines de la connaissance que l'avenir pourra croquer une fois les fruits fleuris. Une solidarité dans l'apprentissage et surtout une volonté de ne jamais réfréner la curiosité humaine, peu importe les liens qu'entretiennent les individus à travers les époques. Tous les deux voyant sur l'échafaud la beauté de leur acte tout comme celle du ciel. Aux portes du paradis, les portes d'un immense changement sociétal, car après tout, tous ceux qui vivent aujourd'hui portent le passé en eux.
Depuis le début de la vidéo, on parle souvent que l'héliocentrisme, en tout cas cette vision, est considérée comme hérétique par l'église. Mais pourquoi en fait? Je l'ai évoqué précédemment de manière assez rapide, mais entre guillemets, remettre en place et surtout en question la place de l'église et surtout la parole de Dieu et donc la parole divine, qui est censée être absolue, c'est tout sauf une bonne nouvelle pour l'église, l'État et simplement pour qui dirige les royaumes en fait. Quand tu veux contrôler un peuple, que celui-ci s'instruit de plus en plus avec l'évolution des technologies comme l'imprimerie et que l'accès à la culture se développe via les premiers ouvrages littéraires ou encore les enseignements dispensés au plus grand nombre, il ne reste plus que la violence ou alors la loi ou la volonté divine pour réguler l'ordre. Faire passer Dieu et les croyances comme au-dessus de tout permet de faire peur à la population. La prison et surtout la peur d'être un pécheur prêt à rejoindre l'enfer, voilà quelque chose qui brise une réputation et toute volonté de faire n'importe quoi. Contrôler les informations et surtout contrôler le peuple par la peur, le savoir et la richesse, voilà les arguments utilisés par les hautes instances. Donc si l'héliocentrisme venait à être prouvé, cela veut dire que Dieu ment, que les saintes écritures mentent, que l'église et l'État mentent, et donc potentiellement qu'ils mentent à tout le monde et font pression sur d'autres domaines aussi. Comment distinguer le vrai du faux par la suite? Comment regagner la confiance du peuple si celui-ci commence à douter? Eh bien, on en revient toujours au même point. La quête du savoir et la vérité développe l'esprit critique, là où les croyances et le doute se mélangent et sont pourtant si essentiels au développement de chacun d'entre nous. Au-delà des croyances, des obligations et de ce qu'on nous impose, rien n'est absolu. Et ça, Rafale, Badeni et les autres personnages, considérés comme hérétiques, l'avaient compris. Yolenta, qui vivait une vie tranquille, bien que son statut de femme à l'époque la rendait impuissante dans les prises de décision et de pouvoir, ou dans le fait de grimper les échelons face aux vices des hommes, elle a pu être sauvée via l'un des inquisiteurs qui lui-même a remis en question le système qui pourtant était bien ficelé. Ces doutes ont permis de sauver Yolenta et aussi de sauver un nouveau système, celui qui défiera l'église et simplement son autorité. Un ancien système dont les hommes de l'église jouaient pour faire valoir leurs propres ambitions et idéologies dans le dos du peuple et parfois même des nobles. Tout ça pour le pouvoir et utilisant l'image du Dieu tout-puissant pour se protéger, avec un statut intouchable. La corruption et la domination étaient récurrentes dans certaines époques, mais toujours camouflées par la bienséance en apparence. Écorner un homme de Dieu et sa parole, c'était écorner Dieu lui-même et donc un véritable crime. L'inquisiteur qui a sauvé Yolenta a fait ce qu'il croyait être juste, sans se douter que celle-ci allait provoquer un changement brutal. Quand elle était petite, elle avait remis en question l'existence et les choix de Dieu, le traitant de mauvais ou simplement de responsable des choses négatives qui lui arrivent. Une émancipation rare dans la réflexion dans un monde où tout le monde, dont Novak, son père et inquisiteur, se dévoue entièrement à Dieu, ne lui reprochant jamais rien et trouvant toujours une excuse à toutes circonstances et les choix divins. C'est d'ailleurs ici qu'on ressent un comble total. On poussait Rafale et les hérétiques à faire des choix rationnels envers la société, et pourtant, de leur côté, Novak et les adorateurs de Dieu ne sont pas rationnels, en inventant des prétextes pour tuer ou torturer le peuple et les hérétiques, adorer Dieu et le magnifier. Leurs prises de décision sont totalement lunaires et dénuées de sens par moments, surtout que dès que ça touche au divin, tout devient un ennemi sans aucune réflexion ni nuance. Ils ne remettent jamais en doute la parole de Dieu, contrairement à celle des humains qui ouvrent un dialogue avec eux. Leur passion pour leurs croyances les aveugle de tout jugement moral et éthique. Cela reste semblable à la passion des hérétiques pour leurs convictions finalement. Chacun n'en démord pas dans son camp et pourtant, ceux du soi-disant bon côté font la loi au détriment des autres, et parfois au détriment de leur propre vie. Novak fait partie des inquisiteurs ayant puni de sa main la plupart de nos personnages principaux, et bien plus encore. Le combat de toute sa vie, mais aussi son opposition avec Rafale était saisissante dans leur approche de la vie, de la rationalité et de leurs croyances. L'un arrivait à comprendre l'autre mais pas inversement. Et pourtant, c'est l'enfant qui avait tout compris contrairement à l'adulte. Un adulte qui n'aurait pas fait le même choix que Rafale, mais qui semble être plus aveuglé que n'importe quel hérétique par ses croyances. Un personnage qui suit ses convictions, faisant des hérétiques son propre combat, quitte à aller trop loin sans comprendre exactement le fondement de ses actions. Il se veut être un homme de justice, mais l'antagoniste de nos héros, acceptant le rôle du méchant selon son propre idéal. Son côté conservateur des valeurs, alimentant sans cesse son image de celui qui ne doute pas de sa foi envers et contre tout, est quand même extrémiste et surtout contradictoire. Un personnage souvent dans le déni de la réalité jusqu'à passer l'éponge au propos de sa propre fille qui a été brûlée pour la même raison que Rafale et les autres. Ou du moins c'est ce qu'il pensait. Ne pouvant plus croire en ce qui est juste ou non et s'attaquant désespérément aux mauvais ennemis, les hérétiques et non au système en lui-même qui lui a pris ce qu'il avait de plus cher, Novak est totalement perdu. Novak n'était pas libre, contrairement à ceux qui l'a tué.
Il a toujours été prisonnier de ses propres croyances et d'une parole divine dénaturée depuis longtemps. Un triste sort pour un inquisiteur qui pensait faire le juste, en prêchant finalement le faux dans une quête n'ayant aucun sens, loin de la vérité. Là où la notion d'interprétation prend tout son sens et détruit des vies dans son étroitesse d'esprit ou son manque d'esprit critique et de recul. Mais la richesse du personnage de Novak, c'est de nous apporter un point de vue différent et en totale opposition aux personnages principaux. Preuve en réalité qu'il est plus que bien écrit et développé. En connaissant les deux côtés de la société, la justice et l'injustice, Yolanta, avec ses croyances et surtout avec ses convictions au-dessus de tout, ajouter à ça sa mauvaise expérience de torture totalement arbitraire sans foi ni loi d'un homme d'église totalement corrompu, elle a voulu lancer une révolution et faire tomber ce système. Une révolution et un mouvement pro-héliocentrisme et surtout hérétique, tout en ayant cette volonté de lutter contre le dieu des religions et les religions tout court. Ici, on ne nomme pas Dieu sous un quelconque écrit religieux, mais Dieu désigne pour les révolutionnaires la nature elle-même, sans qu'il régisse forcément les lois du monde, ni les choix des hommes prêts à tuer pour leurs propres idéaux et les faire entendre. Des personnes comme Yolanta remettant tout le système établi en cause quitte à se sacrifier. Un sacrifice qui ne permit malheureusement pas au livre de ses amis Badeni et Ogji d'être publié, mais qui permet via la petite Duraka d'avoir un espoir. L'espoir que même si son but à elle n'est que de faire de l'argent pour éviter le malheur, de faire de l'argent pour survivre, de faire de l'argent pour contribuer au changement d'un monde qui rejette l'ordre de l'église, elle voyait en cette petite l'étincelle du savoir et de la vérité, l'étincelle du changement finalement. Quelqu'un de curieux capable de retenir le contenu d'un livre complexe au point de le réciter et contribuer au mouvement par intérêt personnel et collectif. Et pourtant ce qui est hyper intéressant avec Duraka, c'est que contrairement aux autres, l'héliocentrisme ne l'intéressait pas spécialement. Elle n'a pas étudié ça du tout et l'astronomie était pour elle un domaine totalement étranger. Mais son symbolisme anti-système et comment elle pouvait en tirer profit de ses connaissances montre à elle seule comment la connaissance pouvait enrichir dans tous les sens du terme et à quel point elle pouvait être précieuse pour un peuple prêt à lutter contre le système. Comment l'équilibre des forces pouvait basculer rien qu'avec le savoir et l'action, rien qu'avec la vérité finalement. Voilà la symbolique de l'écriture du combat de Duraka et de son personnage, qui périt elle aussi, mais en ayant transmis la volonté de Yolanta et ses prédécesseurs. L'espoir de voir la flamme de la vérité s'embraser, avec une seule lettre qui amène une coïncidence qui changera via l'effet papillon l'histoire à tout jamais via la fin de ORB. La dernière partie de la vidéo, le dénouement avec notamment l'explication de la fin qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations et incompréhensions, comme par exemple déjà la temporalité, où se passaient vraiment les événements, est-ce que tout avait existé auparavant ou pas, est-ce que tout est bien logique et consistant, et surtout, est-ce que Rafale est bien vivant, est-ce que c'est bien le vrai Rafale qu'on a connu, alors qu'il s'est entre guillemets suicidé avec les graines de pavot, et de l'autre côté qu'il a été brûlé vif derrière. Quelques explications s'imposent. On peut penser que les 22-23 premiers épisodes ne sont en réalité qu'une fiction romancée. Dès l'épisode 1, on se situe dans une période sans aucune date et dans le royaume de paix, et d'après les 23 premiers épisodes, on serait normalement dans une période approximative du 15e siècle, et que l'histoire a avancé de 35 ans en tout et pour tout dans la narration, avec les différentes ellipses. Ce n'est que dans l'épisode 23 qu'on nomme le royaume avec le royaume de Pologne, et surtout une date précise, 1468. Nommer et dater quelque chose, c'est finalement le faire exister, montrant un passage évident entre fiction et réalité. Il semble que tous les personnages que l'on a rencontrés avant aient pu exister, mais se sont perdus dans l'histoire faute de transmission de leurs noms, de leurs exploits et surtout des travaux auxquels ils ont participé, et ont donc terminé inévitablement oubliés dans le temps. Seule la flamme de leur volonté et de leurs croyances, et aussi celle de leur travail, existe encore, à travers la lettre reçue par Potocki, qui a bien sûr été envoyée et bien reçue. Le cheminement de la lettre n'a sûrement pas été fait réellement comme on l'a vu durant les 23 premiers épisodes, mais tout cela a pour but de montrer comment l'effet papillon de chacun des instants et des choix de chacun peut contribuer à l'évolution ou la destruction de la société, et comment nos convictions et nos actions et notre quête de la vérité peut influencer d'autres vies, peu importe la génération et l'endroit. Rafale est présent dans cette temporalité avec une vision plus extrémiste des choses, capable de mentir et d'aller au-delà de l'éthique pour atteindre son objectif. Une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec le jeune garçon naïf, plein d'espoir mais surtout sûr de ses convictions qu'il était auparavant. Il est devenu une véritable personnification de l'extrémisme au niveau de son idéologie, comme celle de la curiosité, de l'idéalisme et de l'héliocentrisme. On peut voir ça comme un possible what if de ce que Rafale aurait pu devenir dans sa quête de la vérité s'il avait pu grandir en devant se détourner de son chemin initial. D'ailleurs, il n'y a pas que Rafale que vous connaissez déjà dans ces deux derniers épisodes. Lorsque Albert va parler au prêtre, il s'agit de l'inquisiteur qui avait sauvé Yolanta à l'époque de la mort. Une personne qui paraissait lambda de
prime abord, mais qui par son geste a lancé la révolution de Iolenta et aussi poussé par la suite Albert à rejoindre l'université. Une université qui va le pousser plus loin dans ses recherches et encore plus en apprenant le contenu de la lettre envoyée par Duraka que Potoki devait recevoir. Une conversation qu'il a interceptée par hasard dans la rue qui va piquer la curiosité d'Albert qui va creuser ensuite ses recherches sur l'héliocentrisme. Tout ceci à partir d'une simple phrase en l'entendant au bon endroit au bon moment par une lettre qui a été envoyée par une jeune fille décédée qui luttait non pas pour l'héliocentrisme mais pour l'argent, argent qu'elle devait recevoir d'un mouvement et d'une étude menée par d'autres chercheurs, d'autres hérétiques poursuivis par l'église durant leur histoire. Encore une fois la preuve que l'effet papillon fonctionne à merveille, que l'écriture a été énormément bien ficelée autour du sujet principal des convictions de ces personnages, avec un personnage d'Albert qui a été façonné déjà de base par la mort de son père et les enseignements de Rafale, construisant ainsi sa mentalité et son refus de la curiosité de base, jusqu'à se reprendre en main une fois adulte malgré ses potentielles conséquences. Ce personnage représentant en réalité le chercheur Albert Broudzewski qui a réellement existé dans notre monde. Ses études lui ont permis d'enseigner indirectement par ses ouvrages en 1491 à Nicolas Copernic, l'homme qui a réussi à prouver l'héliocentrisme. Une quête de vérité qui a voyagé à travers les âges et les siècles et surtout à travers ses personnages et personnages historiques et qui n'est pas prête de s'arrêter. Merci de m'avoir écouté, c'était Alexane et je vous dis à bientôt.